curcuma. Bonjour et bienvenue dans Bouge ton curcuma, un podcast qui vous donnera, je l'espère, l'envie de bouger, changer et reprendre votre santé en main. Je suis Cindy et chaque semaine, je vais aller à la rencontre de professionnels de la santé complémentaire, de personnes ayant entrepris des changements dans leur mode de vie ou de tous ceux qui œuvrent pour un mode de vie plus sain. Nous parlerons de résilience, de santé, de bien-être et de tout ce qui peut nous donner l'envie de bouger. Il n'y a pas de vérité absolue ou de chemin tout tracé. Chacun doit trouver et façonner son propre parcours pour répondre à ses besoins. Bouge ton curcuma. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Vitaliseur de Marian, un outil qui a complètement changé ma façon de cuisiner. Si vous voulez bénéficier davantage, je vous invite à me retrouver à la fin de l'épisode. Je suis en compagnie d'Isabelle Masson, la fondatrice de la maison de parfums Sabé Masson. Des parfums de soins en barre qui s'appliquent sur les zones clés du corps. Des ingrédients 100% naturels, sans alcool et sans parabènes. Le parcours d'Isabelle est passionnant. Il incarne l'art de rebondir en toute situation. Elle nous en dit plus tout de suite. Bonjour Isabelle. Bonjour Cindy. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous ? Je suis une femme de 56 ans. Je vis à Paris. J'ai 2 + 4 enfants, qui sont grands tous, et une entreprise qui s'appelle Sabé Masson Parfumerie, avec une histoire très dans la parfumerie et dans la beauté, qui commence lorsque j'ai 22 ans et que je rentre en stage dans une petite société qui s'appelle à l'époque Shop 8 et qui deviendra Sephora. Donc là, plutôt un regard dans la distribution. Mais qui dit distribution dit contact et relation avec l'autre, en tout cas avec son client. Et puis après, je fais cette grande histoire de Sephora, et puis à 40 ans, je décide d'entreprendre. Et là, je m'intéresse au parfum. Pourquoi le parfum ? Je crois grand vecteur d'émotion, peut-être même, devrais-je dire, de vie. Je dis souvent, le parfum est l'odeur du monde, et le monde change. Et aux racines du parfum, puisque je commence à travailler sur la base de parfums solides, que je transformerai après en parfum de soins solides. En tout cas, ma vie a été vouée jusque-là, sûrement à la beauté en tant que partage et que relation, et beaucoup à mes enfants. Donc c'est vos enfants qui vous ont orienté professionnellement ? Non, ma maman, je crois. Oui. Vraiment ma maman. Et puis la première rencontre professionnelle que je fais, par le plus grand des hasards, à 22 ans, même 21 ans, je rentre en stage dans une entreprise et je vais rencontrer un homme, Dominique Mandonneau, qui deviendra ensuite le père de mes enfants, avec qui j'ai vous savez, ces rencontres étonnantes, émouvantes, intellectuelles, où vous ne comprenez pas tout, mais vous savez que cette rencontre-là va bouger quelque chose dans votre avenir. Et lui m'a donné envie d'entreprendre, sûrement. Ouais. Donc l'aventure avec Sephora se fait avec lui pendant plusieurs années ? En fait, nous, au début, je travaillais avec lui dans Shop 8. Et puis, à un moment, on finit par s'avouer qu'on est tombé amoureux. Mais ça prend du temps, hein, ça prend 5 ans quand même. 5 ans de loyaux moments de travail. Et c'est le travail qui nous fait nous rendre compte que c'est une rencontre plus grande encore. Et puis, à un moment, Shop 8 doit évoluer. Et à ce moment-là, il y a un changement d'actionnaire, comme dans toute histoire qui grandit. Et moi, je suis jeune, ambitieuse, amoureuse, et je pense que c'est le plus beau concept du monde. Et alors, on va aller ensemble lever des fonds et construire Sephora. Donc c'est vous qui créez Sephora ? Alors, lui a créé la parfumerie, ce qu'on appelait la parfumerie libre-service, et qui s'appelait Shop 8. Ce que l'on a fait ensemble, c'est Sephora. C'est-à-dire qu'on a pris Shop 8 ensemble et on l'a fait évoluer. On a fait évoluer ce concept de parfumerie libre-service à l'époque en parfumerie libre-service de luxe, dans ce qui, à mon sens, à l'époque, est le vrai sens du luxe, c'est-à-dire le temps, le bon conseil, un choix de marque extrêmement précis, et puis des équipes heureuses de faire leur métier. Le conseil, c'est... Très souvent, on pense qu'être vendeuse, c'est un petit job. Mais en fait, c'est très important. Et encore plus aujourd'hui, parce que si on n'est pas
si on n'a pas une bonne vendeuse, ou on appelle ambassadrice parce que c'est plus chic, et pourtant vendre, c'est joli comme mot. Mais si on n'est pas ça, alors les gens vont sur Internet. Parce qu'ils sont bien conseillés sur Internet. On leur dit tout, ils trouvent tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas la relation, il n'y a pas le toucher, il n'y a pas l'odeur. Mais parfois, c'est mieux que de rencontrer une personne qui n'aime pas son métier. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de vos années chez Sephora ? La passion d'entreprendre, le goût de la perfection, le goût de repousser ses limites, la liberté. Tout, c'était une école fantastique. Fantastique. Donc votre parcours est riche et bien rempli. J'ai l'impression qu'il vous a conduit aujourd'hui à créer une marque qui vous correspond à 100%. Je crois que c'est vraiment... le temps nous facette ou nous sculpte. Et puis les épreuves aussi. Et on l'évoquait tout à l'heure ensemble. Je pense que les épreuves sont difficiles et sûrement nécessaires ou bienveillantes. En tout cas, moi, mes épreuves à moi, que j'ai maintenant bien identifiées, ont été vraiment des moments qui m'ont permis de rebondir, de devenir meilleur, je crois. De devenir meilleur. Et puis intellectuellement, de repousser mes limites. Comment est né le projet que vous portez aujourd'hui, les parfums de soins ? Alors, il est né vraiment de la volonté de travailler sur le parfum, qui améliore, pas le monde, mais qui améliore la vie, qui a un sens profond. Si on ferme les yeux, on connaît tous l'odeur de notre mère. Donc, vraiment, c'est la passion de ça, cette odeur qui est vraiment un sens à part entière. En revenant au fondement du parfum, parfum, ça veut dire par la fumée. Donc il y avait les premiers ingrédients qu'on brûlait, et puis très vite les premiers onguents, donc ce qu'on appelle populairement le parfum solide. Je décide d'utiliser ce vecteur de parfum solide en le mettant comme un bâton de rouge à lèvres, ce qu'on appelle populairement un stick. Mais l'idée, c'est qu'on puisse l'utiliser partout, que ce soit hygiénique, parce que ça ne touche que sa peau, on ne le touche pas avec ses doigts. Et puis... en même temps, pratique, commode, ludique. Les premiers bâtons de rouge à lèvres, c'était fantastique quand même. Donc j'aimais ça, là, d'aller de l'ancestral à la modernité, et puis de rentrer l'air de rien dans la vie des femmes. Et si on le peut, d'amener un peu d'art, un peu de joliesse, de la vraie parfumerie. Parce que dans la parfumerie, il y a quand même un peu tout. Hein. Oui. Et très noblement. On peut avoir un parfum qui n'a qu'un ingrédient majeur. Je prends une vanille. Et dans la vanille, Dieu sait s'il y a des niveaux de qualité. Puis après, on a de vraies compositions avec de vrais artistes. En fait, un nez qui est un compositeur de parfum, c'est un talent fou, en fait. C'est vraiment comme, je sais pas, le violon. Enfin, des gens qui maîtrisent parfaitement, c'est alchimique, quoi. Vraiment, c'est alchimique. Qu'est-ce que c'est un parfum de soin exactement ? On appelle ça des concrètes aussi ? Alors oui, concrète, c'est un petit nom qu'on donnait au milieu du siècle dernier, la concrète de parfum. Estée Lauder était un des pas un pionnier, parce qu'il y en avait d'autres, des Français qui le faisaient, Fragonard ou des gens comme ça, mais c'est les premiers petits parfums solides sur des bases en général végétales. Alors le parfum de soin, c'est... j'ai transformé la base végétale en base végétale avec des vertus. C'est-à-dire que dans notre composition, nous avons une composition de parfum qui est faite avec des nez et une composition cosmétique. Par exemple, aujourd'hui, nous avons 3 compositions. Nous en aurons 5 d'ici 3-4 mois. Une composition dans laquelle nous avons ajouté du tiare, qui est hautement hydratant. Une autre dans laquelle nous avons ajouté du karité, qui est très nourrissant. C'est différent, on les confond souvent, mais hydrater et nourrir, c'est pas la même chose. Et puis une autre qui a du beurre de mangue et de l'huile de tamanou. Et là, l'huile de tamanou et le beurre de mangue sont anti-inflammatoires et antioxydants. Alors bien sûr, il faut les utiliser dans certaines concentrations. Et quand je dis parfum de soin, je ne dirais pas que nos parfums soignent la peau, mais je dirais qu'ils leur font du bien. Et ça me semble très important d'essayer de s'améliorer en permanence, en fait. Et j'aime l'idée de...
Je crois honnêtement que les gens aujourd'hui achètent plus pour le parfum et la joliesse du pack, de l'étui. Et puis quand ils arrivent chez eux, ils vont lire les ingrédients et ils vont voir qu'ils en ont acheté un qui a du beurre de mangue et l'huile de tamanou et pourquoi cet ingrédient. Et ils le voient sur le site internet aussi. J'aime bien cette idée du truc qu'on n'achète pas, mais qu'on a quand on arrive chez soi, le petit truc en plus. Et pour aller plus loin, justement, vous avez labellisé en vegan ? Alors, toute la prochaine production sera labellisée vegan. Aujourd'hui, on n'a pas pu être labellisé vegan dans ce qui est sur le marché aujourd'hui, sauf certains, parce que les bases sont totalement naturelles, mais dans certaines, qui sont légèrement rosées, il y a du carmin. Donc le carmin, c'est un colorant naturel. Jusque-là, tout est bien. Sauf que le carmin vient de la cochenille. La cochenille est un tout petit insecte. Donc on a recomposé complètement nos produits. Et là, tous les soft perfumes solides sont labellisés vegan et sortiront sur le marché là tout début 2019. Aujourd'hui, tous ceux chez nous qui sont au Karité sont déjà vegan. Il y a une différence entre être vegan, comme c'est Karité, et être labellisé vegan. On peut dire qu'on est vegan quand on suit certaines règles, mais quand on est labellisé vegan, ça ne change pas le fond du produit, mais comme tout label, ça prouve qu'on a fait l'effort de construire ce dossier et d'aller dans les moindres détails pour être sous cette égide. Et alors, qu'est-ce qui vous tenait à cœur dans le fait d'être vegan ? Je me suis beaucoup posé la question sur tous les labels qui peuvent exister entre qu'est-ce que veut dire bio, organique, écocert, Cosmo. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je trouvais que le label vegan rassemblait tout ça, avec en plus cette notion du respect du monde animal vivant. Bien sûr, j'aime les animaux, mais plus grandement, je pense que c'est un endroit où on se comporte mal, nous les humains. Et je ne parle pas des chiens, des chats, des animaux domestiques, hein, et Dieu sait s'il y a des ravages, mais on le sait tous aujourd'hui. Le lait, le fromage, enfin, tout ce qui vient de ces animaux qui sont maltraités, moi je trouve ça terrifiant. Terrifiant, et en plus, que de mauvaises ondes, que ces ondes de souffrance qui passent. Si on croit un peu en autre chose que l'enveloppe, je pense manger une bête qui a été tuée et qui a souffert dans des circonstances incroyables, c'est fou en soi. Mmh. On n'en gère pas du bon, oui. Ouais. C'est tout ça qui m'a amené vraiment au vegan. Et donc, c'est des produits qui sont plus respectueux de la peau aussi ? Oui. En fait, ça, c'est une vraie posture qui est sous-tendue par des actes. Et puis chez nous, une vraie volonté de continuer cette amélioration. Alors, l'aspect négatif, c'est que je suis quelqu'un je suis jamais contente de moi. Alors, je suis contente de moi 10 minutes, une journée. Et puis après, j'ai envie d'aller plus loin. Donc, ça peut être fatigant. Je pense que c'est bien pour nos clients parce qu'on ne s'endort pas sur nos lauriers, comme on dirait. Hein. Mais cette posture végane, la posture aussi de bien sourcer nos fabricants, de faire attention, de visiter toutes les usines, de vérifier. Alors en France, c'est plus simple, mais dès qu'on travaille à l'étranger, il faut quand même aller voir. Par exemple, nos petits bâtons de carton, que j'adore parce que c'est un produit qui veut être artistique, qui peut porter des paroles. Là, je vous le disais tout à l'heure, la prochaine collection parlera beaucoup de l'art. Là, j'allais dire des vrais artistes qui au siècle dernier ont décrit du sublime. Mais ça peut aussi porter une parole, en fait, un produit comme celui-ci, en carton, parce qu'on l'imprime. Donc on met ce qu'on veut dessus. Et j'aime beaucoup ce produit. Et lui, il est fabriqué à Taïwan. Sauf que je suis allée à Taïwan, je sais où il est fabriqué, je sais comment il est fabriqué. C'est pas des petits-enfants et même des adultes qui sont maltraités. Enfin, quand on rentre dans cette démarche, on est obligé d'aller au bout. Oui. On ne peut pas s'arrêter en ne voulant pas ouvrir l'avant-dernière porte. Donc, on n'a pas beaucoup de produits. On a une vraie spécialité, un vrai savoir-faire. Mais on s'oblige, et moi, je m'oblige particulièrement à aller au bout pour savoir toutes les portes qui sont fermées, je les ouvre pour se dire, là, je suis sûre que ça, c'est bien. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a un mouvement vers le 100% naturel. Est-ce qu'il faut s'orienter exclusivement vers le 100% naturel ? Alors, moi, j'aurais envie de dire, tout ce qui vient de la nature est beau. Attention,
dans la nature, on est bien d'accord pour dire que la planète va mal et que les eaux sont polluées. Donc il faut faire attention à ce que veut dire naturel. Je crois que le contre-pied, c'est n'aller que vers des choses chimiques et complètement créées par l'homme. Je pense qu'il faudrait arriver à faire la part des choses. Ça demande du temps. Hein. Je crois effectivement qu'il vaut mieux acheter des carottes au petit primeur du marché, quand c'est un vrai primeur du marché, et pas tout un gang de gens qui achètent à Rungis et qui vous font un étalage genre marché. Donc là, je parle de méfiance. Mais en tout cas, il vaut mieux acheter au petit maraîcher d'à côté, à mon sens, qu'acheter à Casino qui vous fait tout un rayon vegan. Casino, Carrefour, Leclerc, je sais pas, j'ai pas de religion là-dessus. Mais oui, moi, je préfère ça. Alors, bien sûr, la trace carbone. Et puis peut-être que cette carotte n'est pas labellisée bio, mais qu'elle a été faite avec plus de conscience dans un lopin de terre. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Pour moi, personnellement, je fais très attention à l'industrie. Oui. Parce que c'est là où sont les plus grands écueils. Mais à chaque fois, là où ça gagne le plus d'argent, c'est là où on est le plus fragile, parce qu'on peut nous vendre n'importe quoi avec le marketing, en fait. Hein. Bien sûr. Et c'est bien le marketing. J'essaye, on est une structure toute jeune. Je crois au marketing loyal. J'essaie d'apprendre ça à mon équipe. Bien sûr qu'on doit faire du marketing parce qu'il faut se faire connaître. Et qu'après, quand on est connu, il est important d'avoir une discussion, un fil de discussion avec nos clients. Mais je pense qu'on peut être loyal. On n'est pas parfait. J'adorerais être parfaite. Mais on tend à la perfection, on va vers la perfection, on ne l'atteindra jamais. Mais par contre, comportementalement, je ne veux pas qu'on mente à nos clients. Oui. En tant qu'être humain, je pense que c'est important. Bien sûr. C'est la base de tout projet Ouais. respectueux. Donc on dit que ce que l'on s'applique sur la peau est primordial. Qu'en est-il de ce que l'on ingère ? Est-ce que l'alimentation est importante pour vous ? Fondamental. En fait, ce sont les deux qui se rejoignent un peu au cœur de nous. Hein. Sur l'alimentation, alors j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était écologique avant l'heure. Je dis, j'ai jamais mangé de yaourt dans un pot plastique avant mes 18 ans. Je me suis jetée sur une danette et j'ai été foncièrement déçue. Mais donc, moi, j'ai ça en moi et je pense que ce qu'on mange, c'est notre carburant. Il faut prendre l'image d'un moteur diesel ou un moteur sans plomb. Vous vous trompez de carburant, vous allez voir, la voiture, elle s'arrête ou elle explose. Peut-être pas maintenant, mais c'est pareil. Sauf que nous, ça ne se voit pas. Donc, on temporise. Si on mange mal, si on mange trop industriel, si on mange mal, notre corps a cette capacité à compenser. Et puis un jour, à un moment où il y aura une trop grande émotion ou un chamboulement hormonal chez soi, ça va se déclarer. Mais c'est parce que tout ce temps préalable, on n'aura pas fait attention. Et c'est ce qui est terrible. C'est encore plus terrible dans l'alimentation. Parce que je pense qu'un mauvais produit de beauté, où on va trouver qu'il est collant, où il ne va pas sentir bon, mais c'est assez vite qu'on s'en sépare. Dans le marketing de l'alimentaire, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont très mauvaises, d'un point de vue constitutif, et qui sont très bonnes. Très addictive. Ouais, très addictive. Et on voit tout le tollé qui arrive avec le sucre, et tant mieux, parce que le sucre, c'est terrifiant. Mais regardez sur les animaux. Dans mon jardin, dans le sud, j'ai 5 chats, qui ne sont pas mes chats, mais qui viennent. Et un jour, je ne pouvais pas aller chez le vétérinaire acheter des granulés, et je vais au supermarché, et j'achète un sac de granulés, dont le marketing devait me séduire. Et en fait, les chats devenaient fous. C'est-à-dire qu'ils ont été trouvés dans le jardin, le sac, l'éventré, tellement il y avait d'appétants dedans. Alors que ces chats sont des chats normaux qui vivent en liberté dans les jardins. C'est la même chose pour nous. Si on mange du sucre le matin, il est souvent clair qu'on va faire une hypo vers 11h. Oui. Le fameux pic de glycémie qui nous pousse à prendre plus de sucre. Mais tout, quoi. Tous qui sommes pressés et qui mangeons tout préparé. Je ne citerai pas de nom pour ne pas être trop dans la problématique, mais je pense que si tous les midis on achète un produit congelé à côté de chez soi, on peut faire le test. Hein. On mange la même chose préparée ou la même chose qu'on prépare
allez, je dis n'importe quoi, des brocolis avec du poulet, tiens. On va dire c'est un truc équilibré. Et ben on le voit. Je l'ai eu dans une équipe, moi. Au coin de la rue, il y avait comme ça un magasin qui vendait des surgelés. Et pendant 1 mois, une jeune fille se voyait s'empâter. Ah oui. Ah ouais, mais à vue d'œil, c'est évident. Ouais. Ouais, c'est un test grandeur nature, du coup. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme définition de la santé ? Comment ça résonne en vous ? J'allais dire, alors c'est un peu... Et c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Je pense qu'il faut s'aimer pour être en bonne santé. Donc je pense que notre santé dépend beaucoup de notre mental. Qu'on soit petit et tout maigre ou grand et fort, à la base, je crois que si on s'aime, on ne peut qu'être en meilleure santé. Et puis après, il faut prendre un minimum soin de soi. Et ça, c'est nous, en tant que parents et bientôt grands-parents pour moi, d'éduquer, en fait. Comme on éduque basiquement un enfant à dire bonjour au minimum quand on le salue, je crois qu'il faut lui apprendre à bien manger, à bien boire, à bien dormir. Et c'est fatigant, l'éducation. Oui, c'est pas simple. Ouais, c'est pas simple. Donc vous avez géré plusieurs entreprises et effectué des levées de fonds importantes. Ouais. Comment on gère ce rythme intense et le stress que ça génère forcément ? On se fait du mal. Je l'ai fait parce que l'entreprise est une fondamentale liberté, chez moi en tout cas, une soif de liberté, sûrement une soif de maîtrise. Et puis l'envie de l'excellence, l'envie d'aller plus loin, comme je le disais tout à l'heure. Sauf que quand vous voulez faire ça, que vous avez une famille, que vous avez des enfants, que vous avez des lieux, ça fait beaucoup de choses et qu'inévitablement, on peut tirer sur sa corde à soi pour essayer d'être parfaite. C'est peut-être un défaut féminin d'avoir envie d'être parfait, ça, je ne sais pas. Mais c'est très difficile parce que ça dépend de l'âge qu'on a, ça dépend comment on est entouré. Mais lever des fonds, c'est un truc de chien. Si vous ne faites que ça, c'est très intéressant intellectuellement. Si vous ne faites que ça, c'est un vrai métier avec des vrais codes. Et moi, c'était pas mon cas. Moi, je faisais tout. Je dirigeais mon entreprise, je créais les produits, je manageais les gens, je faisais les tableaux Excel et j'allais lever des fonds. Avec une famille. Ouais, j'avais une famille. J'ai une belle famille, donc ça m'a bien aidée, je crois. Mais je me suis fait du mal. Je pense que c'est important de bien savoir là où on va être très bon, et il faut mettre beaucoup de temps dessus. Là où on va être moins bon, où il faut mettre moins de temps, mais peut-être au bon moment pour avoir les idées très fraîches. Moi, j'aime moins travailler les notions financières. Mais si je me mets le matin, où je suis très en forme le matin, alors pendant 2 heures, j'arrive presque à être heureuse avec ça, parce que je ne suis pas angoissée. Je peux créer le soir, alors que le soir, je suis fatiguée, parce que créer est un plaisir. Faire un tableau financier n'est pas un plaisir. Si je le fais le matin calme et fraîche, alors ça peut devenir un plaisir, je dirais pas, mais quelque chose de vraiment très intéressant. Donc on apprend, c'est comme une chronobiologie, en fait, et une chronobiologie de son métier. Et est-ce que ça vous a donné des clés pour l'entreprise que vous portez aujourd'hui, au niveau de la gestion du stress ? Pas retomber dans les mêmes travers ? Ouais, je pense que... Alors d'abord, j'ai fait des bonnes rencontres. Et quand même, nos rencontres sont fondamentales. J'ai fait ma belle rencontre professionnelle était effectivement le père de mes enfants. Et la deuxième belle rencontre, c'est un homme qui s'appelle Philippe Véran, qui a fondé Upperside, qui a cofondé Upperside, et avec qui je suis associée. Et le groupe est dans le sud. C'est un groupe très dans la biotech. Et je pense que cette bonne rencontre m'a apaisée. Parce que j'avais à côté de moi quelqu'un de respectueux. Et à partir de ça, ça m'a permis de mettre de l'ordre. De prendre le temps, tout en allant vite, de prendre le temps, de bien savoir où étaient les écueils, de ne pas me sentir seule. Et parfois, on est 100 fois meilleur juste par l'idée qu'on a quelqu'un à côté qui peut nous rattraper si on glisse. C'est important, c'est le soutien. Ouais, vraiment. Le soutien psychologique. Ouais. Est-ce que vous avez des techniques de gestion du stress ? Alors, j'essaie de respirer. Comme j'ai eu 2-3 maladies des poumons et que je suis sensible côté respiration, j'essaie déjà de sentir ce qui va m'inquiéter plus. Et si ça m'inquiète plus, je vais terminer ma journée plus tôt et je vais respirer.
Je crois beaucoup au quotidien. Alors, je ne vais pas dans une salle. Je suis allée souvent dans une salle pour faire du yoga ou du pilates. J'y ai appris plein de trucs bien. Mais je fais tous les matins un quart d'heure, parce que c'est petit, un quart d'heure. Alors, ça ne me fait pas peur dans mon planning de la journée. Mais un quart d'heure de respiration et de pilates. Et je crois beaucoup aux choses quotidiennes. Régulière. Oui. Ouais, régulières, quotidiennes. D'avoir cette rigueur-là, ça me semble vachement intéressant. Et puis, si vraiment je stresse trop, je ferme les yeux et je m'isole. C'est un peu comme les gens qui font des micro-siestes. Juste histoire de nettoyer l'intérieur de ce que l'émotion négative ou même de l'imaginaire. Parce que on stresse aussi par l'imaginaire parfois. Oui. A pu un peu bouleverser comme ça dans notre corps. Et en 10 minutes, un quart d'heure, j'arrive à ça. Et ça prend peu de temps, en fait, dans une journée. Mais il faut qu'on ait cette gymnastique intellectuelle de se dire, non, là, je sens que... Ou, comme on dit, je vais péter une pile, je peux pas, il faut que je m'extrais de la société, de l'équipe pour être ailleurs. Ou je dois me préparer pour aller à un rendez-vous. Bois de l'eau. L'idée de l'eau et de la conscientiser. C'est vraiment des toutes petites choses. Mais conscientiser le fait de boire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Comment définiriez-vous la maladie ? Un messager. En tout cas, pour moi, à chaque fois que j'ai eu une maladie suffisamment significative, je sais que c'était un moment où il fallait que j'entende des choses. Et que si mon mental était suffisamment fort pour ne pas entendre, alors mon corps disait stop. C'est des signes. Ouais. Vrai gros signe, mais je pense que quand on a une maladie significative, je pense que c'est un dernier signal d'alerte qui dit là, faut arrêter parce que c'est en même temps une bonne santé. C'est presque un signe, c'est horrible ce que je dis, mais c'est un signe de bonne santé du corps qui dit stop. Moi, j'y crois complètement. Oui. Ouais. C'est un instinct en fait. Le corps est fait pour vivre et il nous envoie un signal fort. Notre animal intérieur qui dit non, stop. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'agir en amont de la maladie ? Je pense qu'il est possible d'apprendre à avoir la conscience de notre corporalité qui est liée à notre mental. Alors, bien sûr, on imagine que quand on est un vieux sage, on n'a pas 12 ans. Mais je pense que tout petit, si on apprend à nos enfants à faire attention à ce qu'ils font, faire attention à la marche, à la course, qu'est-ce que c'est cette prise de conscience ? Alors, ça aidera à ce qu'ils se construisent en être attentifs. Et en plus, l'effet qui se coule, c'est qu'ils seront attentifs à eux et aussi attentifs aux autres. Donc je pense qu'on peut se construire une meilleure santé vraiment par la conscience. Et bien sûr, après, y a plein de choses qui... Bien sûr qu'on a envie de vivre dans une société pas polluée, avec de l'air frais. Et on le voit dès qu'on arrive au bord de la mer, ou on le voit dès qu'on rentre dans Paris. Et même moi, quand je sors du TGV à Aix-en-Provence, c'est pas le même air. C'est pas non plus zéro pollution, mais c'est déjà pas le même air. Donc on sait, ça c'est ce qu'on vit, c'est ce qui nous remplit tous les jours, cet air. Ça, on peut pas beaucoup le choisir. Mais l'alimentation, on peut la choisir. De marcher tous les jours, on peut le choisir. De se protéger des gens négatifs, on peut le choisir, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est très important aussi. Les gens toxiques. Des gens toxiques, oh là là. Il faut arriver à les détecter suffisamment vite. Ouais, je pense qu'on peut. Ouais. Donc l'éducation est primordiale. Primordiale. Et dans l'éducation, il y a la transmission. Bien sûr. Partout. Et dans une équipe, c'est pareil. Nous dans l'ADN du management de l'entreprise, c'est rigueur, communication et création. Alors, création, tout le monde comprend. Et je pense qu'on peut être créatif, quel que soit son poste, dans une entreprise. Créatif, c'est toujours avoir envie d'aller vers le meilleur, toujours essayer de trouver du beau. Et puis, la communication, c'est vraiment la capacité à partager. Et si on a une équipe, ça n'a de sens que pour partager. Parce qu'autrement, si chacun travaille que pour soi, on est des indépendants, mais pas une équipe. Et puis la rigueur. Et ça, c'est très compliqué. Parce que tout le monde me dit oui. Et vraiment, je peux vous assurer que la rigueur, et c'est difficile pour tous, pour moi, pour tout le monde, c'est je m'engage à faire quelque chose et je m'y tiens. Eh bien, si je reprends le truc basique de faire un quart d'heure de pilates et de yoga tous les matins, je peux vous assurer qu'il y a des matins, il faut que je me botte les fesses, si vous me permettez l'expression, pour me mettre sur le tapis. Et après, je suis très heureuse, mais c'est compliqué.
Et la rigueur dans l'entreprise, c'est je me suis engagée à faire ça, et donc je dois le faire bien. Et il y a des choses qui sont enquiquinantes, comme tous les jours veiller à un truc, par exemple sur le e-shop. Ça n'est pas intellectuellement enrichissant, puisqu'on sait le faire, mais il faut le faire. Et la rigueur, je ne sais pas si c'est très français, en fait. La rigueur. Pas sûr, ouais. Je pense qu'on est très Ouais. créatif, un peu moins rigoureux. Ouais. Un peu plus dans tous les sens, peut-être. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? De faire que mes enfants aillent toujours bien. Et puis après, mon entreprise, qu'elle continue à s'améliorer, à faire que les gens soient heureux d'y travailler. Je me dis toujours, je le dis à mes enfants, je me le dis à moi, je le dis... si je meurs demain, voilà, mon avion se crache ou je me fais écraser, ou je voudrais que tout ce que j'ai fait, mes enfants puissent le découvrir. En essayant de se dire, ils comprendront, je ne suis pas merveilleuse, mais ils comprendront le chemin, ce que j'ai voulu faire. Et peut-être ce que je me souhaiterais, ou ce que vous pouvez me souhaiter, c'est de garder cette rigueur et toujours ce cap, parce que c'est plus facile de se laisser aller que de continuer à avancer vers ce qu'on considère être mieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Ton curcuma. Si le vitaliseur de Marion vous intéresse et que vous souhaitez bénéficier davantage, n'hésitez pas à me contacter via le site Curcuma Box en précisant que vous êtes auditeur de Bouge ton curcuma. À bientôt pour un prochain épisode.